Cette fois-ci, on pourrait parler des grosses corporations, là, les nommer pour une fois. Ben, on pourrait parler des appareils électroniques, du régime végétarien, de la surpêche. J'ai lu un truc super intéressant sur la surpêche. Ben, le pipeline à Trudeau, je sais pas. Ben, tant qu'à ça, on parle des chars. Hey, touche pas à mon char, toi. Mon char, mon droit. Moi, j'aurais envie de parler de démographie. Tu veux faire une démo? Non, la démographie, c'est l'étude des populations. On pourrait essayer de répondre à la question, est-ce qu'on est tout simplement pas trop d'humains sur la Terre? Parce que, tu sais, l'humain qui pollue le moins, ben après tout, c'est l'humain qu'on ne produit pas. Non, je rigole, là, mais il y en a qui ont vraiment développé une peur d'avoir des enfants, tu sais, qui se demandent dans quel monde ils vont vivre. Fait que, tu sais, je sais que c'est un sujet assez crunchy parce que le désir de se reproduire, là, ça vient tellement nous chercher personnellement. Justement, parce que c'est crunchy, on devrait en parler, là. Puis, tu sais, ça va, là, je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, là. Je peux me commettre. Je veux dire, je me suis moi-même reproduit. Tu sais, je pense, là, que si on est rigoureux puis qu'on essaye d'élever le débat, là, on peut avoir une belle discussion objective et rationnelle sur le sujet. Tous aux abris! Chérie, je veux juste t'avertir qu'il y a un fou furieux qui veut que je passe dans une vidéo où c'est qu'il se demande si on fait pas trop d'enfants de manière objective, qui dit le monsieur. OK, il faut que je me retire d'Instagram, de TikTok, que j'enlève mon adresse de tous les ministères. Pour ta sécurité, il y a un AK-47 caché dans le sous-sol à côté du sauna. Le code, c'est 32527. J'ai mon amulette anti-troll. Si jamais tu te fais écœurer ces réseaux sociaux parce que tu me connais, ben lance-les sur le voile. Ça devrait les ralentir pendant une couple de jours. Avec la crise environnementale, beaucoup craignent une Terre surpeuplée. Mais on est combien exactement? Puis on va être combien demain? Fin 2020, nous sommes 7,8 milliards d'humains sur la Terre. C'est 2 fois plus qu'il y a 50 ans. En 2030, si la tendance se maintient, nous serons 8,5 milliards. La population mondiale continue de croître. À l'heure où on se parle, il y a environ 3 fois plus de naissances que de décès. Ça fait en sorte qu'à chaque jour, si on soustrait les décès aux naissances, il se rajoute à peu près 240 000 personnes sur la Terre. 240 000? Ces 240 000 personnes par jour vont devoir se trouver un travail, se déplacer, se nourrir, se loger, se divertir aussi. Ceux qui sont pauvres vont tous essayer de se sortir de la pauvreté. Et ceux qui sont riches vont tous essayer de conserver leurs acquis. Tout ça génère énormément d'activités humaines. 240 000 personnes, c'est la moitié de la population de Laval, ça? L'activité humaine exerce un poids considérable sur les ressources et le climat de la Terre. S'il se rajoute la ville de Laval à chaque 2 jours, ça va être laid en tabac. Ça a pris des dizaines de milliers d'années avant que la population terrestre pogne le premier milliard d'individus, aux alentours de 1800. Après ça, là, tout a déboulé. Ça a pris seulement 130 ans à pogner le 2 milliards. Après ça, 30 ans, 3 milliards. 14 ans, 4 milliards. 13 ans, 5 milliards. 12 ans, 6 milliards. Puis encore 12 ans, 7 milliards. C'est comme si le temps s'accélérait. Ça, c'est parce que la croissance de la population humaine est exponentielle et non pas arithmétique. Ça, c'est un concept qui, a priori, est difficile à comprendre pour l'esprit humain. Par contre, le taux d'accroissement de la population diminue de manière soutenue depuis plusieurs années. En 1960, la population augmentait d'environ 2% par année. Aujourd'hui, elle continue d'augmenter d'environ 1%. Le ralentissement de la croissance de la population est dû à la chute du taux de fécondité. En 1950, une femme avait en moyenne 5 enfants. Aujourd'hui, cette moyenne-là a baissé à 2,4. Nous reviendrons un peu plus tard sur le taux de fécondité.
Un petit mot entre parenthèses sur la COVID, parce qu'il y en a qui pensent que ce serait un complot mondial pour faire diminuer la population. Eh bien, si c'est vrai, sachez que c'est la machination la plus poche qui a jamais été imaginée. Si on voulait faire diminuer la population mondiale, là, ça prendrait un virus qui s'attaque aux nouveau-nés ou aux très jeunes enfants. Depuis le début de la COVID, il y a 1 an, elle a à peu près fait 1 500 000 victimes, en très grande majorité des gens âgés qui sont plus en âge de se reproduire. Même en admettant que le virus aurait tué 2 fois plus de personnes que ce qui a été rapporté, ce qui n'est pas impossible, hein, de l'avis même des médias officiels, eh bien, ça serait même pas suffisant pour faire baisser la croissance de la population mondiale, puisqu'à chaque année, il se rajoute 90 millions d'humains. Alors, au risque de le répéter, les scénarios de conspirationnistes sont vraiment très poches. Tu sais, les scénarios de conspirationnistes, des fois, là, wow! C'est évidemment pas ça qu'on souhaite, mais ça prendrait un cataclysme d'une ampleur inimaginable pour faire diminuer la population mondiale. À titre d'exemple, le plus grand cataclysme du 20e siècle, ça a été sans contredit la Deuxième Guerre mondiale. Elle a fait 50 millions de victimes en 7 ans. Eh bien, ça n'a même pas empêché la population mondiale de croître, alors qu'à l'époque, on était 3 fois moins nombreux qu'aujourd'hui. La crainte d'une surpopulation ne date pas d'hier. En 1798, Thomas Robert Malthus fait paraître un titre en Angleterre qui servira de référence par la suite. Le livre porte le titre laconique de Essai sur le principe de la population en tant qu'il influe sur le progrès futur de la société, avec des remarques sur les théories de M. Godwin, de M. Condorcet et d'autres auteurs. Malthus est un économiste anglais qui étudie les liens entre population et production. Sa thèse est la suivante. Si on considère que notre habitat est un monde limité en ressources et que notre population continue à grossir de manière exponentielle, on peut seulement aboutir à une surpopulation, avec tout ce que ça implique. Famine, manque d'eau, épidémie, guerre pour les ressources, Mad Max. Selon Malthus, le bris d'équilibre est imminent et la population mondiale court à sa perte si elle excède 1 milliard d'habitants. Si Malthus s'est trompé, c'est parce qu'il est passé à côté de 2 éléments majeurs. Premièrement, le taux de fécondité, soit le nombre d'enfants par femme, a vraiment beaucoup diminué depuis 200 ans. Puis aussi et surtout, il a sous-estimé les avancées techniques et technologiques, surtout dans le domaine agroalimentaire. En 1800, ça prenait beaucoup d'huile de bras dans les champs pour nourrir tout le monde et on n'était pas nécessairement à l'abri des famines. Aujourd'hui, on produit beaucoup plus de nourriture avec beaucoup moins de gens. Ouais, puis honnête, on n'a jamais vécu aussi bien. Ce qui fait dire à certains commentateurs que la question démographique serait en fait un faux débat, que comme au 19e siècle, la technologie va arriver en sauveur, qu'on peut continuer de croître à l'infini, puisque notre génie et notre créativité repoussera toujours plus loin les limites de notre seule et pauvre planète. Hey, mais la limite, là, elle a pas déjà été franchie? Oui, merci! En fait, la limite a été dépassée au courant des années 70. À tous les ans, le Global Footprint Network dévoile le jour du dépassement. Autrement dit, la date où l'humanité aura consommé toutes les ressources que la planète peut produire et régénérer en une seule année. Le jour du dépassement survient de plus en plus tôt. En 1998, c'était le 30 septembre. En 2019, c'était le 29 juillet. En réalité, pour subvenir à nos besoins actuels tout en préservant un équilibre avec le système Terre, ça prendrait environ 1,75 planètes. L'excédent produit à chaque année se traduit par de la pollution et de la destruction qui s'accumulent, un peu à la manière d'une dette. Autrement dit, ça fait des années que la banque nous envoie un avis pour nous aviser qu'on excède notre limite de crédit, mais nous, on s'en rend pas compte, donc on continue à vivre au-dessus de nos moyens. Pendant ce temps-là, la banque, de son côté, attend patiemment les bras croisés le moment de saisir notre maison.
Cette dette-là, par contre, certaines populations ont déjà commencé à la payer. On pourrait aussi mentionner que si on n'implante pas un système économique circulaire au niveau mondial, la plupart de nos ressources minières vont être épuisées d'ici la fin du siècle. On pourrait aussi mentionner la chute draconienne de la biodiversité. La 6e extinction de masse a commencé. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens, de reptiles ont diminué de 60% en 40 ans. Il y a 2 à 3 espèces animales qui disparaissent à chaque jour. Et ça, c'est dû à notre besoin de plus en plus grand en termes d'espace et de ressources. Et puis, le discours expansionniste est un peu hypocrite. Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne partie du monde qui a réussi à se prémunir des pénuries et des famines, mais ça s'est fait sur le dos du reste de la population. Il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a 925 millions de personnes qui souffrent d'un état de faim permanent. Ça, c'est à peu près autant de monde que comptait la Terre au moment où Malthus a écrit ses théories. Fait qu'on y-tu trop ou pas trop? Ouais, là, ça s'en vient compliqué, là. Fiou! Je vais finir par essayer de répondre à la question. Mais tout d'abord, il faut parler du taux de fécondité. Vous vous rappelez, je l'ai évoqué à plusieurs reprises depuis le début, le taux de fécondité est en déclin partout à travers la planète. Pour qu'une population demeure stable ou continue de progresser, il faut que le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, soit supérieur à 2,1. Je me demande à quoi ressemble le point 1 enfant. Donc, au Canada, on est passé de 7 enfants par femme en 1871 à 5 en 1891 à un peu moins de 4 en 1959. En 1971, le taux de fécondité passe sous la barre de 2 enfants par femme et ne va jamais remonter. Contrairement à une idée qui est un peu trop véhiculée, il n'y a pas de baby boom au Québec depuis les années 60. C'est vrai que les couches lavables, c'est assez cher, là. Cette histoire-là s'est répétée à peu près au même moment partout en Amérique du Nord et en Europe. On a cru pendant un certain temps que faire peu d'enfants, c'était une histoire d'occidentaux, mais on sait aujourd'hui que c'est de moins en moins vrai. Le taux de fécondité a commencé à baisser partout dans le monde, même dans les pays où il est très élevé. En fait, à l'heure où on se parle, la moitié des pays dans le monde ont un taux de fécondité en bas de 2,1. D'ailleurs, les endroits où est-ce qu'on se reproduit le moins en ce moment, c'est à Taïwan et en Corée du Sud. Il y a même certains pays qui ont vu leur population commencer à décroître. C'est le cas de l'Italie, de l'Espagne et du Japon. Depuis 2011, le Japon perd chaque année environ 200 000 habitants. Pourquoi on observe une chute du taux de fécondité partout dans le monde? C'est dû à une multitude de facteurs, mais il y en a 3 significatifs. Le premier, c'est l'urbanisation. Partout dans le monde, les naissances sont beaucoup plus nombreuses en campagne qu'en ville. Dans les sociétés paysannes traditionnelles, les familles nombreuses sont vues comme une richesse. C'est une façon gentille de dire que les enfants sont utilisés comme force de travail. En ville, c'est différent. Et en 2007, il s'est passé quelque chose d'inédit. Pour la première fois depuis le début de l'humanité, le nombre d'habitants des villes a surpassé celui des campagnes. Depuis ce temps-là, le phénomène est en accélération. Le deuxième critère, c'est la condition féminine. Dans les pays où les femmes ont accès à des hautes études, où elles peuvent faire des carrières, où elles sont libres de décider ce qu'elles font de leur corps, le taux de fécondité est bas. Les femmes retardent le plus possible la venue d'un premier enfant et les grosses familles deviennent extrêmement rares. Il y a même une ONG qui a mené une enquête en Afrique où on a déterminé que dans les sociétés traditionnelles, les femmes souhaitent en moyenne 2 fois moins d'enfants que les hommes. On peut comprendre pourquoi. Parce qu'on sait c'est qui les élève un coup parti. Fait que si on s'inquiète que la population mondiale grossit trop vite et puis devienne hors de contrôle,
On encourage une fille à aller à l'école? Eh oui, et ça figure d'ailleurs souvent dans les recommandations émises par les groupes écologistes, dont le Drawdown Project, qui est supervisé par des scientifiques. L'éducation des filles serait plus efficace pour lutter contre les gaz à effet de serre que le reboisement et les panneaux solaires. La troisième cause de la chute du taux de fécondité, c'est la fertilité elle-même. Depuis 1990, et ce dans tous les pays occidentaux, la fertilité des hommes et la fécondité biologique des femmes auraient diminué de moitié. Oui, de moitié. Ça fait que si vous essayez depuis un bon moment puis que ça marche pas, peut-être que vous pouvez vous consoler en vous disant que c'est de plus en plus normal. Encore une fois, on a longtemps pensé que c'était un problème d'occidentaux, mais il semblerait qu'on observerait la même chose dans le reste du monde avec quelques années d'écart. Il y a eu toutes sortes de théories qui ont été avancées pour essayer d'expliquer pourquoi on avait moins de mines dans le crayon qu'autrefois. L'exposition aux pesticides, la pollution, les pantalons trop serrés, ouais, en tout cas, bref. Ou peut-être qu'il s'agit juste d'une stratégie que notre espèce a trouvée pour s'auto-réguler. Probablement que le temps va nous en dire plus, mais pour l'instant, cela demeure un mystère. Ben, c'est que la question en soi pose problème parce qu'on n'est pas tous égaux devant la crise environnementale. C'est ça, c'est le point focal de ce qu'on veut dire, des inégalités sociales, des inégalités climatiques. Ben, tiens, prenons l'exemple du Canada, berceau du hockey, du Tim Hortons et des sables bitumineux. Le pays par excellence où il fait bon se poser à côté de sa camionnette intelligente en face des Rocheuses compte 34 millions d'habitants. Ça, c'est 0,4% de la population mondiale. Ce 0,4% de la population mondiale émet 1,3 à 1,4% des gaz à effet de serre mondiaux, soit l'équivalent de ce qu'émet la moitié de l'Afrique, c'est-à-dire 600 millions d'habitants. L'écart de l'empreinte écologique des pays riches versus celui des pays plus pauvres a tendance à diminuer, mais demeure très importante. Un Américain a besoin de 8 fois plus d'hectares exploités qu'un Indien pour répondre à ses besoins énergétiques. Ce que je vais faire là est très grossier, mais ça va nous permettre de comprendre l'impact de la population mondiale sur l'environnement. Je vais donc diviser le monde en 4. Tout d'abord, il y a les pays riches et les pays très riches. Ça comprend l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie, les oligarchies pétrolières, puis toute l'Europe en incluant la Russie. Ces pays-là ont commencé leur transition démographique il y a 50 ans, parfois même avant. C'est-à-dire que la moyenne d'âge maintenant est très élevée. Souvent, il y a plus de personnes âgées que d'enfants. La population de ces pays-là a tendance à stagner, même que souvent, elle va seulement augmenter grâce à l'apport de l'immigration. Tôt ou tard, la population de ces pays-là va se mettre à décliner, quand ce n'est pas déjà le cas. Le poids démographique des pays riches est en déclin par rapport au reste de la planète, mais l'impact environnemental de ces pays-là demeure considérable. Ensuite, il y a les pays dits émergents. On peut mettre dans ce panier-là l'ensemble de l'Amérique latine, l'Inde et même l'Éthiopie. Ce sont des pays qui développent extrêmement vite leur industrie et leur économie. Leur impact sur l'environnement est beaucoup moindre que celui des pays riches, mais il augmente rapidement. Ces pays-là vivent en ce moment leur transition démographique. Par exemple, au Brésil, le taux de fécondité est tombé de 5 à 1,75 enfants par femme en 50 ans. Il y a ensuite les pays les plus pauvres. C'est ces pays-là qui tirent la croissance démographique vers le haut. On peut compter là-dedans la grande majorité de l'Afrique et certains pays d'Asie centrale comme le Pakistan. Même si le taux de fécondité baisse, comme partout dans le monde, il demeure très élevé, entre 5 et 8 enfants par femme. Sauf que l'impact environnemental de ces pays-là est minime. Puis il faut rajouter à ça une quatrième catégorie, c'est-à-dire les dictatures à la politique familiale, disons, très interventionnistes. Il y a quelques pays qui ont déjà essayé de contrôler leur population, peu importe leur niveau de développement. On inclut là-dedans la Chine, le Vietnam et l'Iran. Souvent, ces mesures-là avaient pour but d'éviter des famines. En Chine, la politique de l'enfant unique a empêché la naissance de 500 millions d'enfants. On doit être
être clair, il ne faut jamais chercher à copier ce modèle-là. Les politiques natalistes de ces pays-là ont engendré un lot de souffrances tellement colossales qu'ils sont considérés aujourd'hui comme des crimes contre l'humanité. Donc, si on résume, On pourrait dire que plus un pays se développe, moins il a tendance à faire d'enfants. vu que tous les pays sont comme engagés sur la même voie, c'est ça qui est en train d'arriver un peu partout. Sauf que l'adoption d'un mode de vie occidental basé sur une surconsommation effrénée mène inévitablement à la perte d'habitat naturel et à une augmentation inexorable des gaz à effet de serre. Sauf que la population des pays riches va commencer à décliner à un moment donné. Puis la population des pays pauvres va faire la même chose quand ils vont être rendus à un certain niveau de développement. Puis à terme, ça veut dire que la population mondiale va commencer à décroître à un moment donné. On va atteindre un certain équilibre dans le fond. Donc moins de gaz à effet de serre. Moi, ça se fait un peu tout seul dans le fond. Puis de manière très progressive. Comme ici au Québec, là, on n'a pas besoin d'une affaire épouvantable comme la politique de l'enfant unique pour faire notre transition démographique. Ouais, c'est vrai. Ah, le monde est bien fait. Non, pas partout. Effectivement, si on se fie aux projections et si, et seulement si la tendance se maintient, la population de la Terre va commencer à décliner doucement, mais ça ne sera pas avant 70 ans. Au Québec, ça se passera pas avant 2040, voire 2050. On peut pas attendre 2050 les bras croisés là, que la démographie fasse la job à notre place. Il va être trop tard. Je veux dire, en 2020, il est probablement déjà trop tard. Alors, vous imaginez en 2050? Ce que je veux dire, là, c'est qu'on peut pas attendre que la démographie fasse la job à notre place. Si on attend ça, là, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Ce que ça devrait nous faire réaliser, c'est que peu importe ce qu'on décide de faire là, dans notre petite bulle privée, on peut pas contrôler la population mondiale, c'est trop gros. Il y a même aucun gouvernement qui est capable de le faire. Peu importe le nombre d'enfants qu'on va mettre au monde, c'est un coup de barre maintenant que ça prend, même s'il est probablement déjà trop tard. Je sais ça, je l'ai déjà dit. Il y a des endroits dans le monde où la surpopulation est un vrai problème en ce moment même, comme par exemple dans le nord de l'Inde. Depuis quelques années, l'armée est obligée de surveiller les réserves d'eau. C'est pourtant une région fertile, le nord de l'Inde, mais il n'y a juste pas assez d'eau pour tout le monde et il y a des tensions entre les régions à cause de ça. Ah oui, puis il y a l'Indonésie qui prévoit déjà l'évacuation de sa capitale, Jakarta, qui compte 17 millions d'habitants à cause de la montée des eaux. Oui, il faut déménager 17 fucking millions d'habitants. Imaginez-vous le bordel. Et où ces gens-là vont aller exactement? Où est-ce qu'ils vont aller s'installer, ces gens-là? Sur des terres fertiles qui pourraient servir à nourrir des gens? Ou sur des forêts qu'on va raser, ça va produire plus de gaz à effet de serre, ça va encore augmenter le niveau des eaux, puis on va évacuer d'autres capitales surpeuplées. Mais bon, on est très mal placé en Occident pour dire aux gens de faire moins d'enfants. D'une part, parce que c'est déjà ça qui est en train d'arriver, puis d'un autre côté, ben, la montée des eaux, disons qu'on y a pas mal contribué. Tu sais, là, au lieu d'attendre 150 ans là, qu'il se passe quelque chose, il faudrait agir maintenant. Il faudrait arrêter de produire 50% des chars sur la planète. Il faudrait mettre les grosses corporations à genoux. Il faudrait changer le portefeuille énergétique de 80% de la Terre en quelques années. Il faudrait arrêter de surconsommer comme si ça nous faisait plaisir. Et puis aussi, il faudrait envoyer toutes les petites filles à l'école. Voilà, that's it. Et ça n'arrivera pas. Parce que c'est pas ça que les gens veulent. Les gens, ils veulent des jobs polluantes et puis ils pensent que tous les problèmes, c'est à cause des immigrants. Fait que c'est ça. On est dans la merde. Vous êtes là, les gars? Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil, genou, orteil. Oups! My bad. Ok. Si vous voulez des enfants, là, faites-en. C'est pas plus compliqué que ça, puis culpabilisez pas avec ça. De toute façon, si vous me regardez, puis que vous êtes en Occident, puis que vous voulez avoir des enfants, c'est probablement parce que vous avez déjà autour de 30 ans.
Fait que vous avez le temps d'en faire peut-être 1, 2 ou 3, peut-être, exceptionnellement. Ben, dites-vous qu'à quelque part, là, il y a une voisine qui en veut pas, puis qui va compenser pour vous. L'important, ce sont les valeurs que vous allez inculquer à vos enfants. Montrez-leur à faire du compost, initiez vos enfants au vélo et surtout, apprenez-leur à lutter sans relâche contre les gouvernements de droite. C'est tout. Merci. À la semaine prochaine.